יתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. La paracha nous ramène que Moshe Akadosh dit au Bnei Lévi kol maaser b'Israël. Le maaser revient au Bnei Lévi. Il faut donner le maaser au Bnei Lévi. Pourquoi? Chelef avodatam, car ils sont au service d'Hachem. Hachem avdim avodat oel moed, ils sont au service d'Hachem, donc il leur revient le maaser. Il leur revient de les aider, de les soutenir. Le Bnei Lévi, le Rambam ramène que ça ne représente pas uniquement que le Shevet Lévi, ça représente le Olam HaTorah. Olam HaTorah, celui que Torato Manuto, qui étudie du matin au soir, roulé, chez Omed, Bamokar, Dalaïla, ça s'appelle Bnei Lévi. C'est ce qu'on appelle Bnei Lévi. Et la Torah nous dit ici, Kaviachol, qu'on a un devoir mamash, comment dire, au niveau chiyuv, c'est-à-dire obligation. Obligation, comme tu dirais, il y a l'obligation de payer ses impôts, il y a l'obligation de soutenir les Bnei Lévi, de soutenir le Olam HaTorah. Et là, on ramène comme ça, on ramène dans le Midrash là-bas, que Paro, quand il a voulu abuser de Sarah, lorsque Abraham Avinu s'est retrouvé dans la direction de l'Eskenaan et qu'il y avait la famine là-bas, et donc Abraham Avinu, à cause de la famine, il s'est sauvé en Égypte pour avoir de quoi manger. Et là-bas, quand il est arrivé en Égypte, au pays de Khel, sa femme, c'était une blanche, elle a la peau blanche, une belle femme. Il a dit à sa femme, je t'en prie, dis que tu es ma soeur. Pourquoi? Parce que les gens ici sont des gens qui n'ont pas d'Irat Shamaïm, et on pourrait me tuer pour toi. Et pour ne pas qu'on me tue pour toi, dis que tu es ma soeur. Comme ça, il a fait. Et donc, Paro, quand il est arrivé là-bas, il a vu la belle femme qui avait là, il a pris pour lui, il voulait se marier qu'elle. Et là-bas, bon, le Midrash il raconte comment là-bas il y a une équipe de Chédim qui sont occupés de lui, ouais, et qui l'ont pas laissé s'approcher d'elle. Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, quand il a vu ça, il a compris que c'était une femme mariée, qu'elle était la femme d'Abraham Avinu, qu'on y a menti, etc. Donc, mais il a eu très peur, parce que quand je vous l'ai prévenu, t'amuses pas à menacer Abraham Avinu. Il a donné des cadeaux à Abraham Avinu, et il a donné à Sarah un cadeau qui s'appelle Eretz Goshen. Donc il a donné la terre de Goshen à Sarah Imenu. Et la terre de Goshen, c'est la terre que Yaakov Avinu, bien sûr, a reçue en héritage de son père Israël, et qui a dit au Bnei Israël, quand ils vont arriver en Égypte, allez en Eretz Goshen, allez dans cette terre là-bas. Cette terre là-bas représente Kaviachol, comme tu dirais, l'ambassade d'Israël à Paris, en France. C'est-à-dire, c'est Makom Kadosh, c'est Ktushat Eretz Israël. Par quel biais? Comment tu peux avoir Ktushat d'Israël sur la terre d'Égypte? Étant donné qu'elle est la propriété de Sarah, la propriété d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, donc Mimela Makom Azimit Kadesh. Il dit Kadosh Kilo Eretz Israël. Donc, vous allez être là-bas comme si vous êtes sur la terre d'Israël. Faites des shivot là-bas, faites des kolelim, faites des baté midrashot, faites des baté knisiot. C'est-à-dire vous êtes en Égypte sans être en Égypte. Vous êtes en Eretz Israël, Kavirol. Et comme ça, ils ont fait les Bnei Israël. Jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu Paro a commencé à se dire, mais comment je vais pouvoir, moi, ces gens-là, les rendre esclaves? Je vous fais Bikitsou. Paro, il a commencé à avoir peur de l'homme Israël, il a commencé à voir qu'ils se multipliaient, etc., etc. Donc il a compris qu'il fallait les rendre esclaves. Maintenant, il dit comment je vais le rendre esclave? Alors là-bas, il a fait ce qu'on appelle une journée nationale, où il a montré l'intérêt qu'ils avaient de participer au développement du pays. Et les Juifs, les Nara, ce sont des gens qui aiment bien se mettre en avant dans les projets. Ouais. Et donc, ils ont vu ici un moyen, Kaviachol, de se mettre en valeur. Surtout que Paro, il a montré l'intérêt qu'il donnait à ça et combien lui-même il était volontaire et combien lui-même il était prêt à sortir et donner l'exemple à tout le monde. Il a même fait une brique en or qu'il a mis autour de son cours, comme ça, la brique en or, pour montrer, voilà, ça va être la journée nationale de la brique et vous allez tous commencer à tourner, venir, travailler, etc. Et là-bas, il a mis des comptables qui étaient là en train de marquer chacun le nombre de briques qu'il est en train de marquer. Bien sûr, ils étaient tous excités. Ils voulaient le kavod de Paro, donc ils ont dépassé le niveau qu'on peut imaginer de ce qu'on peut fabriquer comme briques. Maintenant, ils ne savaient pas combien chacun il est capable de fabriquer. À partir de là, ça a été mamash l'obligation qu'il a demandé à chacun de fabriquer, avec un bonhomme, avec un fouet, et que quand il attend qu'il n'arrivait pas à ce nombre-là, il lui mettait des coups de fouet. Quand le bonhomme il dit j'en peux plus, je vais mourir, je ne suis pas capable de faire autant de briques. Il dit regarde, tu étais capable. Tu étais capable, donc tu vas faire la même chose maintenant. Et comme ça, il les a assujettis. Par contre, Paro, il avait un problème. Lequel? C'est qu'il n'a pas pu assujettir les Bnei Lévi. Le Shevet Lévi, il n'a pas pu l'assujettir. Qu'est-ce qui s'est passé? Paro, il a fait un contrat qu'il ne voulait pas, Chaz Shalom, obliger les Bnei Israël à devenir esclaves. Il voulait qu'ils deviennent esclaves par eux-mêmes. Et par ce biais-là, automatiquement, on voulait les rentrer à l'esclavage. Il voulait éviter une manif en Égypte, comme une mutinerie. Donc ça s'est fait tranquillement, gentiment. Mais les Bnei Lévi ne se sont pas fait prendre au piège. Ils ont dit, ça ne nous intéresse pas tout ça. Pour ça, Paro, il faut savoir qu'au début, il donnait des grosses enveloppes.
ils donnaient des belles payes, des belles récompenses, etc. Et les Bnei Lévi, pour l'instant, ils étaient éprouvés par le fait qu'ils vivaient comme ça, d'une manière très simple, très modeste, à Goshen. Et ils voient les Bnei Israël recevoir des enveloppes. Et ils leur disent, c'est dommage, venez vous aussi, Rabat, vous profitez pas, Asma, tu peux étudier la Torah, mais tu peux faire ça aussi, vous roulez. Un peu le même Essara qu'on voit aujourd'hui. C'est le même Essara, rien n'a changé. C'est le même Essara, là-bas c'est avec des briques, là c'est avec des affaires, avec des projets, avec des nianim, vous roulez. Bikitsu, on a le même problème comme à l'époque, simplement avec un autre décor. Mais les Bnei Lévi ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas là-bas. Alors il s'est dit, j'ai un problème avec les Bnei Lévi, il faut les sortir de là-bas. Il faut les sortir de là-bas parce que tant qu'eux restent là-bas, ils pourront être toujours, Kaviachol, l'espoir de ce peuple-là. Si je n'ai pas associé tout le monde, il reste un espoir dans ce peuple. C'est-à-dire, ça a été Chacham, pardon. Maintenant, il a eu une idée. Il a dit, je sais comment je vais faire, et c'est extraordinaire, comme l'histoire revient. C'est l'idée qu'ils ont aujourd'hui à la Knesset. Il s'est dit comme ça, Pachout, on va leur couper les vivres. Couper les vivres. Donc c'est qu'ils n'ont plus de maisonnotes, ils ne reçoivent plus les taxes civiles de l'État, comme ce qu'ils sont dit, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, de façon à quoi? À tirer la langue, ils vont voir qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, et mettre comme Kemareton là. Donc Mimela, ils vont par la force, obligatoirement, ils vont sortir, ils vont se mettre à travailler. Mais les Lévis n'ont pas bougé. Et par là, ils se demandaient, mais comment ils font? Comment ils font pour vivre? Il n'y a pas d'argent qui arrive, il n'y a pas de nourriture qui arrive, il n'y a rien qui arrive. Comment ils font pour vivre? Et les Chachamim se sont posé la question. Et là-bas, ils ramènent dans le Midrash que comment ils faisaient pour vivre en Boutaï? Parce que c'est pas simplement la petite période où c'était mis en place. C'est passé comme ça pendant 210 ans, pendant tout l'esclavage d'Égypte. Comment ils ont fait pour vivre? Là-bas, il dit le Midrash que les Bnei Israël partageaient leur pain avec eux. C'est-à-dire qu'ils prenaient de leur pain, ils donnaient aux Lévim. Alors attention. Effectivement, je comprends ça au début. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était l'opulence. Ils avaient les enveloppes, ils recevaient de l'abondance, ils avaient de la nourriture, ils faisaient les courses à Carrefour et au champ. Donc il y avait de l'argent qui rentrait. Mais là, Habibi, après, ils sont devenus esclaves. Et quand ils sont devenus esclaves, on leur servait plus les casques tunisiens. C'est plus ça. Qu'est-ce qu'on leur servait? Du pain sec. Du pain sec avec de l'eau sale et des trucs, c'est-à-dire vraiment des doses très limitées. Ou Mimela, un bonhomme qui travaillait toute la journée comme un esclave, s'il n'avait pas de quoi manger, mais il mourait là-bas. Et malgré tout, il donnait 10% de ce qu'ils avaient aux Lévim. Chacun prélevait, il donnait aux Lévim. Pendant tout l'esclavage d'Égypte, pendant 210 ans. Regardez comme c'est Hatsoum, Rabotai. La ma'ala Hatsouma de ce peuple que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pas étonnant qu'ils ont été zoché d'être Mekabel à Torah. L'ostam Kiblut à Torah. C'est le peuple qui a été choisi pour être Mekabel à Torah, parce qu'ils ont montré de là, Rabotai, l'importance qu'ils donnaient à la Torah. L'importance qu'ils donnaient à la Torah, alors que la Torah n'est pas donnée. Elle n'a pas été donnée encore, mais avant matin Torah. Et l'importance qu'ils donnaient à la Torah, de cette Torah qu'ils étudiaient, la Torah de Shem Ve'ever, qu'ils étudiaient là-bas à Goshen, ce Shevet Alevi Rabotai. Et donc ils donnaient tous les jours en marche leur ration. Le bonhomme, il a une ration de pain, c'est ce qu'il lui faut pour manger, pour survivre. Il coupait un morceau, il donnait au Lévi. Extraordinaire Rabotai. Extraordinaire ce Misirut Nefesh Hatsoum qu'on voit, qui était à l'origine de ce route d'avoir reçu la Torah. Voilà l'origine Rabotai. De là on apprend. Le Rambam il apprend de là. Que de la même façon, Rabotai, pas seulement chez Batelvi, mais Kol Mishi Yoshev Elomet Torah, que la shkafa doit être, Rabotai, de ne pas le voir comme un parasite, pas le voir comme un bonhomme à qui on pourrait dire, parce que les Israël, ils auraient pu le dire là-bas, ils auraient pu le dire, vous voulez manger, sortez travailler. Pourquoi nous allons être, les pigeons qui vous donnent à manger, alors que nous on travaille, vous êtes assis en train d'étudier, nous aussi on veut étudier, et vous savez très bien que si on se met à étudier, il n'y aura pas de quoi manger, donc on est obligé d'aller travailler. Donc vous aussi sortez travailler. Non, ils n'ont pas dit ça. On ne voit pas dans aucun texte, donc, ni au niveau du chat, ni au niveau du drash, ni au niveau du remez. À aucun moment on a entendu une plainte des Béni Israël concernant les Lévim qui s'assoient, alors qu'il y avait de quoi se plaindre, mais largement. Comment tu t'assois, étudier, tu es nourri, logé, etc., sans aucun souci. Nous on travaille, l'esclavage d'Égypte, Rabotai. On a vu des familles, comment ils ont pris leurs enfants, ils les ont mis à la place des briques. Il y a de quoi, Rabotai, devenir fou. Le contraste Hatsoum qu'il y avait entre eux. Elesh Yoshvim Velomdim, ils s'assoient à étudier, Rabotai, tranquillement. Et à côté de ça, leurs frères, qui sont en train de se saigner avec l'esclavage d'Égypte, à se prendre des coups de fouet, à voir leurs enfants mourir à la place des briques. Et qu'au moment qu'il faut manger, et que ça c'est vital pour eux, ils vont prendre et donner aux Lévim. Regardez, Rabotai, combien la shkafa de la hashibut de la Torah était ancrée dans l'esprit de Ham Israël. Et ça, Vadaï, c'est la même Nisayon qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se trouve devant le même Nisayon. On appelle ça, Rabotai, Shivyon Banetel.
C'est comme ça qu'ils appellent ça à la Knesset. Shivion Banetel. Vas-y, Shivion Banetel, c'est pas juste qu'il y ait un groupe de gens, qu'on appelle les Avrichim, qui s'assoient dans les Kolélim, ou bien les Bachouri, Shivot, qui s'assoient dans les Shivot, et qui ne partagent pas le Netel sur eux par rapport à tous les autres jeunes du pays. Les jeunes du pays aujourd'hui à Botaï, avant de faire leurs études, avant de faire apprendre un métier, avant de faire quoi que ce soit, ils vont à l'armée. Ils vont à l'armée, ils vont à la guerre. Et il y en a qui meurent là-bas, loin de nous. Ouais. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un Shivion. Shivion, c'est-à-dire une égalité dans les obligations. C'est-à-dire, vous aussi vous devez aller à l'armée, vous aussi vous devez faire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que ça ne marche pas, on n'arrive pas à les enrôler? Eh bien, ils ont essayé de bloquer les taxes civiles de l'État. On ne vous donne plus à manger, on ne vous donne plus à rien faire, vous ne pouvez pas vous nourrir avec l'État. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui travaillent, ils aident ceux qui étudient. Donc ça veut dire que c'est toujours le même Nisayon qui revient à Rabotai. Voilà, Ashkafa Torah qu'on doit avoir dans la tête de se dire, attention, Ashkafa Torah yi, Shema, l'ilmod Torah zechiyuv, c'est non plus. C'est pas, juste un plaisir que ce bonhomme il a, et qu'on va lui faire plaisir de lui donner de quoi pouvoir étudier. Zechiyuv, Rabotai. Et tant qu'un bonhomme n'a pas cette Ashkafa, il ne peut pas comprendre Rabotai. Badaï que quand on se pose la question, on se dit, c'est quoi la ma'alat souma de ces juifs en Égypte, Rabotai, d'avoir donné, pour qu'on se rende compte un peu de la portée de l'Ashkafa, Rabotai. C'est Badaï, la ma'alat souma, Rabotai, c'est se dire comme ça. Quand il y a des bonhommes qui ont plein d'argent, ils sont riches, ils sont très riches. Et ces bonhommes-là, on voit qu'ils aident des bonnes causes. Ils aident des gens nécessiteux, ils aident Arnasakala, ils vont aider pour des besoins, etc., etc. Quelque part, tu dis, c'est une ma'ana souma rabotai. Mais c'est vrai que c'est une ma'ana, mais quelque part, tu dis aussi que quoi? C'était pour la bonne cause. Ils ont les moyens. Et que, quelque part, ça fait partie de l'ashkafa juif d'aider son prochain. Ça, c'est normal. Mais quand maintenant, tu vas entendre une histoire de gens pauvres, pas pauvres, très pauvres, qui n'ont même pas eux-mêmes de quoi vivre. Et que ces bonhommes-là, c'est eux qui prennent sur eux de soutenir leur Olam HaTorah. Wow, ça nous donne en vérité une dimension de la Shkafa Rabotai, de ce que représente l'obligation de l'étude de la Torah dans Israël. Et que ce n'est pas simplement Rabotai, un plus, ou bien Tosefet Ba'alma, Zechova, Atsumat, Kedekar, qu'on doit se priver de manger pour donner, et qu'on continue à donner au Olam HaTorah l'existence Rabotai. Aujourd'hui, en Israël, on est devant cette milchama. On est devant cette milchama Tsuma, à savoir est-ce qu'on reconnaît le Olam HaTorah? Est-ce que le Olam HaTorah a droit à l'existence? Est-ce qu'il a droit à une achinami de revendiquer le droit de dire Ani Oshev Elomet, Torati Umanuti, Torato Manuto? Alors que c'est un pays qui a besoin d'une armée, c'est un pays qui a besoin d'une économie, qui a besoin de développer, qui a besoin de travail, qui a besoin de choses. On est conscient de ça. Bravo, on n'est pas en train de dire que c'est un pays qui vit sur un nuage avec la manne qui tombe du ciel, etc. On a compris tout ça. Vadek, il faut tout ça. Et là-bas, on était dans le même cas de figure. On était avant Yessiat Misraïm. Donc ils n'ont pas vu la manne tomber du ciel. Ils n'ont pas reçu Matan Torah. Ils n'ont pas vu le Beth Amikdash. Ils n'ont pas vu les Hanana Kavod. Ils n'ont pas vu Kriyat Yam-Souf. Ils n'ont pas vu les miracles, les diplés. Ils n'ont rien vu encore. Ils sont en esclavage. Mamash, Yavesh, rien, il n'y a rien. Rien à l'horizon. Rien qui peut nous motiver. Si ce n'est la shkafa qu'on a compris que quoi? Que l'arzik be'olam HaTorah, parce que c'est l'arzik be'am Israël. Donc c'est-à-dire qu'avant même, Bichlal, de te poser la question, est-ce qu'il faut une armée dans ce pays? Avant même de te poser cette question, il faut d'abord avoir un olam HaTorah dans ce pays. Et après qu'on a un olam HaTorah, après on peut parler d'armée. Mais pas le contraire. Pas de dire il faut une armée dans ce pays, et après seulement... si on peut, alors Olam HaTorah. Ce pays sans Olam HaTorah est un pays bisakana. Rav Kahneman avait tranché à l'époque la halakha. Medina azot et Medina, Shadam Chai besakana. Assur l'argourpo. C'est interdit d'habiter ici. Comme ça, il avait été posé qu'à son époque, Rav Kahneman, le Rosh Yeshiva de Ponyovich. Il a dit Assur l'argourpo makomazé, c'est makom chez sakana. Celui qui vit ici, menakim lo misruyotav. On lui enlève tous ses souilloles pour que ce soit en sakana. C'est une gemara miforéchée. Un homme qui se met en sakana, un homme qui se met en danger, où la sakana elle est bari, pas schéma, bari. C'est Vadak, c'est bari. Vadak, c'est une sakana, reconnue par les experts, par les polices, par les soldats, par tout le monde. Il n'y a pas de discussion sur ça. Atachai be sakana. C'est-à-dire quoi, atachai be sakana? C'est-à-dire que tu pars le matin, tu ne sais pas si tu rentres le soir. C'est pas le shachia, c'est shachia me'od. Shachir Meod Rabotai, qu'on sait qu'on a entouré Rabotai d'1 milliard d'Arabes qui cherchent à nous tuer. Ils cherchent à nous tuer, tous les moyens sont bons. Tout ce qu'on peut faire pour tuer, on tue. Et s'ils peuvent le faire, ils le font.
Donc ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas dire maintenant, non, il ne faut pas exagérer, c'est comme dans le monde entier, c'est comme partout ailleurs. C'est pas vrai, c'est comme pas partout ailleurs. C'est pas pareil. C'est pas pareil en France, c'est pas pareil, même s'il y a du danger, c'est vrai qu'il y a du danger. C'est du danger en Amérique, danger il y en a partout. Mais ici, c'est Bari Sakana. Bari Sakana, c'est l'Opchat. Donc par rapport à ça, Assoul la Gourpo, ils ont demandé à Rav Kahneman, alors comment on habite ici? Il dit, Rak Besrout à Torah. Tant que l'Orlam à Torah il existe, et tant qu'il y a des bonhommes qui sont en train d'étudier, comme en Égypte, chez Bet Alevi, alors on a le droit d'habiter ici. Si jamais Chaz Khalila, il se passerait quoi que ce soit, qu'on veuille enrôler les Bachou Shivot, ou les Avrichim, des Kolilim et des Shivot dans l'armée, à Solisher Bamdina Azot. À un moment donné, il y a eu ça à l'époque de Rav Shach, où on avait déjà, installé déjà des polices qui tournaient dans les Shivot, c'est pour enrôler tous les Bachouim. Rav Shach, il a donné un sac à la Makom, je me rappelle, j'étais là-bas à cette époque-là, il a donné un sac, il a dit, tous les Bachourim vont se faire des passeports et on quitte le pays. Un sac. Et là, à ce moment-là, c'était la ruée. Dans le Misra d'Apnim, tu voyais que des chapeaux. Que des chapeaux. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Passeport. Où vous allez? En Amérique. Où vous allez? En Angleterre. Où vous allez? En France, Aix-les-Bains, etc. Les bonhommes, ils se préparaient pour partir, quitter le pays. C'est-à-dire que le pays a essayé de vider du Olam HaTorah. Tu ne verras plus un chapeau en Israël. La Habibé, dans ce cas-là, c'est votre texte assourd d'habiter ici. Ça aurait été assourd d'habiter ici. Donc, Mimela, pas seulement eux ont commencé à vouloir bouger, même tous les croyants, tous ceux qui pratiquent, ils ont commencé à dire c'est sakana. Si eux ils quittent le pays, nous aussi on quitte le pays. Et là, quand ils ont vu ça, le gouvernement à la Makom, ils ont tout de suite arrêté les trucs, ils ont calmé tout. Bon, calmez-vous, c'est fini, c'est bon. J'y trompé, on n'a rien dit, on revient en arrière. Ça, c'est la force des manikim de Rav Shach. Rav Shach, c'était un manik, c'était un patron, il savait comment on tapait les poings sur la table, il savait comment calmer les esprits. Aujourd'hui, bon, on n'a plus les manikim qu'on avait à l'époque aujourd'hui. Mais en tout cas, le Hashkafa ne bouge pas à Moutaï. Le Hashkafa et que le Olam HaTorah n'a pas bougé. C'est important de savoir ça. Parce que très souvent, vous allez Shabbat en famille, dans les familles, et là-bas vous avez des oncles, des tantes, des cousins, etc., qui vous bombardent de questions. Du genre, mais je comprends pas, tu trouves ça normal? Voilà, on est en train de faire Shivion Banetel. Shivion Banetel, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes obligations. C'est normal, ça, qu'un Bahou, il reste à l'Eshiva comme ça, en train de chauffer la chaise, et l'autre, il est en train d'aller sur le front comme ça, un garçon du même âge. Et lui va se faire tuer. Pour qui? Pour toi? Bah putain, qui tu es toi pour qu'on se tue pour toi? Toi aussi, tu dois te mettre un fusil et va sur le front. On doit l'expliquer. Cette histoire n'est pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui a commencé en Égypte. En Égypte, il y avait Shevet Alevi. Et Shevet Alevi existait en Égypte. Et là-bas, il y a les Bnei Israël qui étaient en esclavage, qui n'avaient pas de quoi manger. C'est pas le massacre d'aujourd'hui, Birla. Et il leur donnait à Rabotai. Parce qu'ils ont compris, l'importance et la hashibut, qu'Am Israël ne peut pas exister sans Torah, Rabotai. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Donc, que demain, que tu sois un avraire, ou que tu sois un balabaït, parce que Hachem, il t'amènera dans le chemin qui est bon pour toi. Tu dois savoir une chose, c'est quoi? Qu'attention, Olam HaTorah avant tout. On ne bouge pas sans l'Olam HaTorah. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire maintenant qu'Aviachol, on est trop sollicité, on nous demande trop de faire des dons, on ne peut pas aider tout le monde, et encore un collègue, encore un Yeshiva, encore un truc, on va aller comme ça. C'est shalom de parler comme ça. Viens voir les Bnei Israël, comment ils étaient en Égypte. Leur pain, ils l'ont donné. Leur pain, alors qu'ils étaient en esclavage. Ils se prenaient des coups de fouet, ils perdaient leurs enfants, ils mettaient à la place des briques, et leur pain, ils l'ont donné. Toi, tu vas commencer à dire que Kaviachol, c'est trop sollicité. Tu rigoles ou quoi? Au contraire, c'est nous qu'on est sollicité par des gens comme toi, qu'on doit étudier pour te donner des souillottes. C'est nous qu'on est sollicité, c'est pas nous qui sommes sollicités. Il ne faut pas mettre le matin à l'envers en bataille. Bisrout miya nachnu chayim, bisrout Torah, lo bisrout matanol ve tout le monde. C'est bisrout Torah qu'on est chayim en bataille. Et ça, bataille, c'est quelque chose qu'il faut bien enraciner, parce que ça, c'est le sod d'Am Israël. Et c'est grâce à ça qu'Am Israël sont sortis d'Égypte. Bisroutze, ils sont sortis d'Égypte. Bisroutze, ils ont reçu la Torah. Bisroutze, ils sont entrés en Israël. Et Bisroutze, le monde, il est kayam en bataille. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qui doit être la shkafa ikarit dans notre esprit, parce qu'on est dans un olam méboulbal, on est dans un dor très méboulbal, où il y a énormément de questions qui se posent, qui vont dans tous les sens, où à un moment donné, on n'a pas le mahalach historique d'Am Israël, et donc on pourrait être navor devant des questions qu'on peut nous poser. Des questions qu'on peut nous poser en Bota. Plusieurs fois, j'ai vu des Bachoulim revenir bouleversés de Shabbat Roshi, où on les a bombardés de questions sur les hashkafot de la Torah, sur le fait de faire l'armée, de ne pas faire l'armée, de rouler. Ils ne savaient pas quoi répondre. Il faut savoir quoi répondre, Rabotai. Dame à la picolos. Tu dois savoir qu'est-ce que tu réponds à la picolos, Rabotai. Un bonhomme qui dit des choses comme ça, je ne dis pas qu'il est picolos, mais il a un rouard d'apicoros en lui. Il n'est pas encore devenu apicoros, mais ça ne va pas tarder. En continuant comme ça, tu vas devenir apicoros. Pourquoi? Parce que tu es en train, c'est shalom, d'arriver au stade de remettre en question la Torah. De dire même, Mahané Rabbanad, qu'est-ce qu'ils font à Rabbanad? Quand ils servent à Rabbanad? Comment et quoi ils servent? C'est sur eux que le monde y tient. Le monde ne peut pas exister sans ça. Plus que ça. La shkafa, il faut bien savoir en bouteille. Toute la shkafa,
que Rashi ramène Rabotai dans le fameux Rashi de Bereshit, où là-bas Rashi pose la question à Tsuma, comment c'est que la Torah n'a pas commencé par la première mitzvah, qui est Kiddush HaChodesh. C'est la première mitzvah que les Israéliens ont reçue, parmi les 613 mitzvot. Comment ça se fait qu'elle commence par Bereshit et elle commence pas par la première mitzvah qu'Hachem a donnée lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte? Il dit Rashi là-bas, parce qu'il y avait une chose importante avant la mitzvah. C'est quoi? Eretz Israël. De savoir que la terre d'Israël appartient à Am Israël. Et que si les goïms vont venir demain te dire de quel droit vous êtes mis ici, il faudra leur expliquer du droit de celui à qui appartient le monde. Celui à qui appartient le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a créé le monde, il a créé la terre d'Israël et il nous l'a donné à nous. Il a fait. Maintenant, ça c'est vrai, tant que nous sommes effectivement les représentants de Am Israël, tels qu'ils étaient à l'origine, tels qu'Hachem l'a voulu. Mais si maintenant, Haz Shalom, on devient un pays laïque, un pays sans Torah, sans miso, sans rien, hein, de quel droit tu revendiques cette terre? À ce moment-là, tu es un envahisseur. À ce moment-là, va-t'en d'ici. On ne pourra pas inventer un autre abotage. Toute la ta'ana que nous avons de pouvoir être en Eretz Israël et qu'on revendique aux Arabes le droit d'être ici. Et que ce n'est pas nous qui vous avons pris la terre, c'est vous qui nous l'avez pris. C'est parce qu'on a une histoire qui commence depuis la sortie d'Égypte, Rabotai. Ce n'est pas une histoire depuis 75 ans que le pays existe. C'est une histoire qui dure depuis plus de 3000 ans, Rabotai. Et ça, c'est le vrai ma'ala, la vraie ashkafa. Ça n'existe que si le Olam HaTorah existe. Si le Olam HaTorah n'existe plus, si le monde, la religion n'existe plus, c'est fini. Le Israël, il a 75 ans. Il a plus de 3000 ans. 75 ans, tu n'as aucun droit d'être là. Tu es un voleur, tu es un ganav. Tu ne peux pas revendiquer la terre aux Arabes. Ils sont là avant toi, Birla. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Si c'est 75 ans que tu as, si c'est 3000 ans que tu as, il n'a rien à tu es là bien avant eux. Mais 75 ans, tu n'es pas là. Donc, mais là, tout ce qu'on dit, Rabotai, c'est une stira minyoubé. Donc en mettant, on voit bien, Rabotai, que la milchama, elle est fausse. En fait, c'est une milchama de date. On veut déraciner la religion, on veut enlever la Torah, on veut enlever les misos, voilà ce qu'on veut enlever. On veut rendre ce pays laïque, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose qu'il faut qu'il soit clair dans notre esprit. L'Olit Babel.